Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Constance Thomas a aujourd'hui 47 ans et sa figure terreuse et écrasée est une des laideurs les plus caractéristiques collectionnées par l'anthropométrie. Tous les vices semblent s'excréter des rides et des veines de sa face ronde, et toutes les gloutonneries ont l'air de respirer par les narines de son nez d'homme. Elle avait donc une douzaine d'années vers 1856, et habitait alors Gérardmer, dans sa famille et son pays. Son père n'était guère qu'un paysan, mais elle avait un oncle d'un degré social plus élevé, et qui était médecin de village. La petite Constance, à cette époque, se montrait déjà, paraît-il, d'une perversion de tempérament et d'une disposition au coup de tête qui exaspérait ses parents. Il y avait dans la localité une famille de gens besogneux, dont les enfants, des gamins et une petite fille nommée Thérèse, battaient les chemins du matin au soir, et Constance ne les quittait pas. Elle s'était faite l'amie et l'inséparable de cette Thérèse, et s'était amourachée des frères à qui elle essayait de se livrer comme une femme, dans les greniers et les écuries, et volait le pain et le lard de son père pour leur apporter de bons morceaux. Le père Thomas, quand elle eut 18 ans, n'eut plus la force de supporter sa fille. Il cherchait cependant encore à la corriger, et s'adressa pour cela à l'oncle médecin de village, à l'homme de la famille qui avait le plus de prestige et d'autorité. Le docteur était un bon homme, et il accepta la tâche. Il était vieux, célibataire, et prit sa nièce pour tenir son ménage. Extrait de Gil Blas, 10 novembre 1891, pendant le procès de Constance Thomas, accusée de nombreux avortements dans le quartier des Batignolles à Paris. Et extrait de La Lanterne, le 16 novembre 1891, à propos de la même Constance Thomas. L'abominable mégère ne se gênait pas. D'ailleurs, pour exercer son odieux métier, elle était reconnue pour son habileté qui lui avait valu dans son quartier le surnom de « la mort aux gosses ». Extraction sans douleur ni danger, telle était sa devise. Et dans son antre, ce qu'elle appelait pompeusement son cabinet, était étalé, comme chez un dentiste, tout un arsenal d'instruments grossiers, mais de formes bizarres, qui lui servaient à opérer ses manœuvres abortives. Claire Blandin, dans ses descriptions de ces deux journaux de 1891, on comprend aussi qu'il y a évidemment un jugement moral de ces journaux. Et ce jugement moral, est-ce qu'on peut dire que ça signifie que les journaux se positionnaient comme des directeurs de conscience par rapport à leurs lecteurs ? En tout cas, ces journaux sont des régulateurs moraux. Et là, ce qui apparaît de manière très claire, c'est qu'ils sont des... Ils énoncent la norme en termes de genre, puisque ce qui est frappant dans cette description, c'est que la petite fille, déjà, se rend coupable de transgression de genre. Elle agit comme un garçon, elle prend un pouvoir qui est un pouvoir médical, et donc c'est de ce côté-là qu'on va. Alors, ces journaux, La Lanterne ou Gil Blas, ne font pas partie de ces grands quotidiens populaires, ils ont néanmoins une certaine importance et une certaine influence, notamment Gil Blas, qui dans ces années-là a un vrai rôle politique, dans les années 1880-1890, qui sera ensuite assez connu pour son supplément illustré, mais c'est pas encore le cas au moment de cette époque-là. C'est la même chose pour La Lanterne, c'est l'ancien journal de Rochefort, qui à ce moment-là a été repris par Eugène Mayer. C'est un journal qui est très anticlérical, très républicain, qui s'est embarqué dans la crise boulangiste et qui va donc véhiculer effectivement ce discours très normatif sur la place des hommes et des femmes dans la société. Fabrice Caël, le crime d'avortement est jugé par les assises dans un premier temps et donc par un jury populaire. On décide à un moment donné de placer ce crime, de le juger en correctionnel par des juges professionnels, parce qu'on trouvait que les peines qui étaient infligées aux avorteuses étaient peut-être trop faibles, trop clémentes.
Là, il faut préciser une chose, c'est que c'est surtout l'indulgence vis-à-vis des avortés qui pose problème. Les avorteuses, et d'ailleurs il faudrait dire les avorteurs aussi, les faiseurs d'anges existent aussi bien entendu, en général sont assez durement réprimés. C'est cette compassion, cette empathie de la part des jurys populaires à l'égard de ces avortés qui sont souvent des jeunes filles qu'on qualifie de jeunes filles abusées par de lâches séducteurs. Il y a tout un discours autour de ça. C'est surtout ça qui pose problème et auquel va essayer de remédier cette loi de correctionnalisation. Alors ce qu'il faut ajouter aussi juste rapidement par rapport à ça, c'est que pour faire le lien, l'affaire Thomas, elle est fondamentale à ce niveau-là puisque c'est un procès qui est tellement gigantesque, notamment du fait du nombre d'accusés et du nombre de personnes, du nombre de clientes de cette avorteuse parisienne, qu'il y a une espèce de prise de conscience du fait que l'avortement serait en train de devenir un phénomène de masse, un phénomène qui est en train de ronger, de gangréner la société, et d'autre part de voir que tant de personnes se sont retrouvées acquittées, dispensées de peine, etc., a poussé un certain nombre, on va dire, de militants à réclamer précisément des réformes qui permettent à la justice d'être plus efficace, plus répressive et autres. Donc finalement, on fait passer un acte du statut de crime au statut de délit en espérant être plus efficace, qui évidemment va être en grande partie insatisfaisant, enfin un échec du point de vue de ceux qui ont porté cette réforme. L'indulgence, avec les guillemets, à l'égard des avortés, au regard des condamnations des avorteurs et des avorteuses, est-ce que ça vient aussi du fait que, ce qu'on disait au début, la question de l'avortement est invisible mais omniprésente, et en fait il y a de nombreuses personnes, nombreuses femmes qui ont recours aux avortements clandestins. Oui, évidemment. Alors, vous savez très bien que ça fait partie de ces phénomènes qui sont par définition impossibles à mesurer précisément, malgré le nombre absolument considérable d'estimations chiffrées qui circulent à l'époque, qui ne sont pas d'ailleurs toutes complètement délirantes. Simplement, ce qui se passe quand on a des procès comme celui de l'affaire Thomas, et il y en a d'autres, et qu'on voit le spectre social qui est représenté de la misère la plus extrême jusqu'à des grandes bourgeoises en moto de fourrure, ça produit un effet, tout à coup, ça passe comme une espèce de photographie de la société qui laisse penser que quelque chose s'est répandu. D'autre part, les médecins en hôpital, par exemple, qui voient des femmes en situation sanitaire dramatique se présenter à eux pour demander des soins post-avortement, constatent aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement aux marges de la société, ou on n'est pas simplement dans des situations où on a des femmes qui sont surchargées d'enfants et incapables financièrement de les aider. On a une gamme extrêmement large de personnes qui recourent à cette solution-là, et qui d'ailleurs souvent ont recouru d'abord à des moyens plus ordinaire entre guillemets. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une prise de conscience, on n'est plus du tout aux marges de la société, on a quelque chose qui s'est répandu. Néanmoins, la question de la distribution sociale de l'acte de l'avortement se trouve au centre d'un texte signé Jacqueline. En réalité, c'est Séverine qui signe ce texte-là, c'est un autre de ses pseudonymes. Séverine, fameuse révolutionnaire, elle signe un texte le 4 novembre 1890 dans Gil Blas. Mais la repopulation, disent les économistes. La repopulation, misérable hypocrite, qu'a-t-elle à voir là-dedans ? Et comment osez-vous prononcer ce mot ? La repopulation. Que fait-on donc pour les nombreuses familles, les tiolés de 10, 12 moutards qui, dans votre état social, ne trouvent ni de quoi se nourrir, ni même de quoi se loger ? Que fait-on pour les chefs des nombreuses lignées ? Où est leur récompense ? L'encouragement qu'on leur offre, l'appui qu'on leur accorde, l'aide qu'on leur prodigue, l'allègement de leurs charges, de leurs pesants devoirs, de leurs écrasantes obligations ? Rien. La peine, la misère et le suicide au bout, voilà leur lot. Avant que d'imposer les célibataires ou que d'aller fouiller dans le panier à linge sale des sages-femmes, la loi ferait vraiment bien de payer ses dettes. Moins de faubouriennes, même mariées, éviteraient un accroissement de postérité si le Paul à venir ne devait pas arracher le pain de la bouche de Jacques, Pierre et Jeanne. En se privant de tout, c'est la gêne. Un de plus, ce serait la misère. Elles se font quelquefois avorter par amour maternel, les ouvrières. On ne se doute pas de ça dans l'économie sociale, ni dans la magistrature non plus. Voyez-vous, l'avortement est un malheur, une fatalité. Pas un crime. La législation n'a pas droit de punir ce qui est son œuvre à elle seule. Tant qu'il y aura, de par le monde, des bâtards et des affamés, le drapeau de Malthus, le drapeau taché de sang des infanticides avant la lettre,
flottera sur ce troupeau d'Amazones rebelles qui, forcés par vos lois de tenir leur sein aride, ont droit de garder leur flanc infécond. Série noire à la une.